Et si le vrai danger ne venait pas d'une guerre, mais d'un simple détroit, un passage maritime minuscule, presque invisible sur une carte. Et pourtant, si ce couloir se bloque, ce ne sont pas seulement les pétroliers qui s'arrêtent. C'est le prix de l'énergie, c'est la confiance des marchés, c'est le dollar, c'est l'équilibre entre Washington, Pékin et Moscou. Car derrière l'Iran et le détroit d'Ormuz, une bataille beaucoup plus silencieuse est déjà en cours. Et cette bataille pourrait redessiner l'ordre mondial. Je suis Alexandre Morel, et pendant que le monde regarde les événements, nous allons analyser ce qui se passe réellement dans l'ombre. Le détroit d'Ormuz est petit, très petit. Il ne représente qu'une fraction minuscule de la surface maritime mondiale. Pourtant, ce passage étroit possède un pouvoir immense. Un pouvoir que peu de régions sur Terre peuvent revendiquer. Car si Ormuz tremble, le monde entier écoute. Les marchés réagissent. Les gouvernements calculent, les compagnies pétrolières retiennent leur souffle. Et les grandes puissances observent chaque mouvement comme si l'avenir économique du monde se jouait là, entre quelques kilomètres d'eau, de navires et de tensions. Mais ce qui se passe aujourd'hui autour de l'Iran ne se limite plus à une crise régionale. Ce n'est pas seulement une confrontation entre Téhéran et Washington, ce n'est pas seulement une histoire de missiles, de sanctions ou de menaces militaires. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Une transformation silencieuse, une transformation qui touche le commerce mondial, les routes énergétiques, les paiements internationaux, les alliances économiques et même la place du dollar dans le système mondial. Pendant des décennies, le monde a fonctionné selon une logique presque mécanique. Les producteurs vendaient, les consommateurs achetaient, les navires circulaient, le pétrole se réglait majoritairement en dollars. Et les États-Unis occupaient une place centrale dans cette architecture. Ce système n'était pas parfait, mais il était stable, ou du moins il donnait l'impression de l'être. Les entreprises pouvaient planifier, les banques pouvaient financer, les gouvernements pouvaient anticiper, les investisseurs pouvaient se projeter sur plusieurs années. Mais aujourd'hui, cette certitude commence à se fissurer, et c'est là que tout change. Les tensions autour de l'Iran ne créent pas à elles seules cette fragilité, elles la rendent visible, elles l'accélèrent, elles montrent au grand jour une vérité que beaucoup préféraient ignorer. Une partie immense de l'économie mondiale dépend encore de quelques points de passage vulnérables, quelques détroits, quelques ports, quelques corridors maritimes, quelques infrastructures énergétiques. Et si l'un de ces points se bloque, les conséquences dépassent immédiatement la région concernée. Ormuz en est l'exemple parfait. Une crise prolongée dans ce détroit ne toucherait pas seulement le pétrole, elle toucherait aussi le gaz naturel liquéfié, les chaînes industrielles, le transport maritime, les assurances, les investissements, les banques, les marchés financiers et les prix à la consommation. En clair, une tension locale peut devenir un choc mondial, et les décideurs le savent. C'est pour cela que les investisseurs ne regardent plus uniquement Téhéran. Ils regardent aussi Pékin, Moscou, Riyad, New Delhi, Ankara et Washington. Parce que chaque acteur tente maintenant d'anticiper une question énorme. Si les routes énergétiques traditionnelles deviennent moins sûres, qui gagne et qui perd? La réponse n'est pas simple. Mais une chose est certaine, le monde n'est plus celui des années 1990. À cette époque, les États-Unis dominaient presque sans partage. Leur puissance militaire était écrasante, leur économie imposante, leur monnaie incontournable. Leur influence structurait une grande partie du commerce international. Mais l'environnement a changé. Les États-Unis restent puissants, très puissants. Mais ils ne sont plus seuls au centre du jeu. La Chine est devenue un géant économique. La Russie conserve un poids énergétique et stratégique considérable. L'Inde monte en puissance. Les pays du Golfe veulent diversifier leurs alliances. Et de nombreux États refusent désormais de dépendre d'un seul protecteur, d'une seule monnaie ou d'un seul système. Ce détail change complètement la situation. Dans le Golfe, les pays ne raisonnent plus seulement en fonction de leurs relations avec Washington. Ils pensent aussi à leurs échanges avec la Chine, à leurs investissements, à leurs projets industriels, à leur stabilité interne, à leur image internationale. Ils savent qu'une guerre prolongée pourrait coûter très cher, pas seulement en argent, mais en crédibilité, en sécurité, en avenir.
car les grands projets économiques du Golfe ont besoin de calme. Les villes nouvelles, les ports, les infrastructures, le tourisme, la technologie, la finance, tout cela nécessite un environnement prévisible. Une région en guerre permanente ne peut pas attirer durablement les capitaux du monde entier. Voilà pourquoi plusieurs États du Golfe privilégient de plus en plus la désescalade. Non pas parce que les rivalités ont disparu, non pas parce que la confiance règne, mais parce que le coût d'une confrontation devient trop lourd. Et dans ce nouveau calcul, l'Iran occupe une position unique. Sa géographie est un levier. Peu de pays peuvent influencer autant les perceptions mondiales simplement par leur emplacement. L'Iran se trouve près d'un des passages énergétiques les plus sensibles de la planète. À chaque déclaration de Téhéran, les marchés écoutent. À chaque mouvement militaire, les analystes recalculent. À chaque menace sur Hormuz, les capitales s'inquiètent. Même sans fermeture réelle, la simple possibilité d'un blocage suffit à modifier les décisions. Les compagnies prévoient des itinéraires alternatifs. Les assureurs augmentent leurs primes. Les traders anticipent les hausses de prix. Les gouvernements préparent des plans d'urgence. Et pendant que le monde se concentre sur l'Iran, deux puissances observent avec une attention particulière, la Chine et la Russie. Et c'est là que l'histoire devient beaucoup plus intéressante. Pour Pékin comme pour Moscou, chaque faiblesse du système traditionnel ouvre une fenêtre stratégique. Cela ne veut pas dire qu'ils souhaitent forcément une crise mondiale, mais ils cherchent depuis longtemps à réduire leur dépendance envers les structures dominées par l'Occident. La Chine en particulier pense sur le long terme. Elle ne regarde pas le Golfe seulement comme une région pétrolière. Elle le voit comme un maillon essentiel de sa sécurité économique. Son industrie a besoin d'énergie. Ses usines ont besoin de matières premières. Ses exportations ont besoin de routes maritimes fiables. Sa croissance dépend de flux réguliers. Une crise durable dans le détroit d'Ormuz devient donc, pour Pékin, un problème stratégique majeur. Voilà pourquoi la Chine investit depuis des années dans des ports, des corridors logistiques, des routes ferroviaires, des partenariats énergétiques et des mécanismes financiers alternatifs. Son objectif est clair, ne pas dépendre d'une seule route, d'un seul marché, d'un seul système de paiement. Plus les routes sont nombreuses, plus la Chine devient résistante. Mais ce n'est pas tout. L'Iran peut aussi devenir un pont entre le Moyen-Orient, l'Asie centrale, le sous-continent indien et les grands projets de connectivité régionale. Pour Pékin, cette position vaut bien plus que du pétrole. Elle vaut de l'influence, de la profondeur stratégique, une présence dans une zone décisive. La Russie, elle aussi, suit une logique similaire, même si ses motivations sont différentes. Moscou veut préserver son rôle énergétique, développer de nouveaux partenaires, contourner les sanctions, réduire son exposition aux circuits financiers dominés par l'Occident. Et chaque crise qui pousse le monde à chercher des alternatives augmente mécaniquement l'importance de ces nouveaux circuits. Nouvelles routes, nouveaux paiements, nouveaux accords bilatéraux, nouvelles monnaies utilisées dans les échanges. Pris séparément, ces changements paraissent modestes, mais ensemble, ils dessinent une tendance lourde. Et cette tendance mène à une question explosive. Le pétrodollar peut-il être fragilisé ? Pendant des décennies, le commerce mondial de l'énergie a renforcé la place du dollar. Le pétrole, le gaz, les grandes transactions internationales, tout cela alimentait la demande mondiale pour la monnaie américaine. Ce système offrait un avantage énorme à Washington. Il soutenait la demande en dollars. Il renforçait les marchés financiers américains. Il facilitait le financement des déficits. Il consolidait l'influence économique des États-Unis. Bien sûr, le dollar ne va pas disparaître demain. Ce serait une erreur de le croire. Les marchés américains restent profonds. Le dollar reste liquide, fiable et très utilisé. Les investisseurs continuent de lui accorder une confiance importante. Mais le vrai danger n'est pas un effondrement soudain. Le vrai changement est plus lent, plus discret, plus difficile à voir. Il se produit transaction après transaction. Un contrat énergétique réglé dans une autre monnaie. Un accord bilatéral hors du dollar. Une banque qui développe un système alternatif. Un pays qui réduit son exposition aux sanctions. Une entreprise qui diversifie ses paiements. Individuellement, cela semble limité.
Collectivement, cela devient un signal. Et ce signal dit une chose, certains acteurs ne veulent de plus dépendre entièrement du même système. La Chine veut internationaliser progressivement le yuan. Elle sait que cela ne peut pas se faire par décret. Une monnaie devient internationale lorsqu'elle est utilisée naturellement par les entreprises, les États et les investisseurs. Le secteur énergétique est donc crucial. Chaque vente de pétrole ou de gaz réalisée en yuan renforce un peu plus l'écosystème financier chinois. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas brutal, mais c'est persistant. Et dans l'histoire économique, les mouvements persistants finissent souvent par devenir puissants. La Russie suit une voie comparable. Sous pression des sanctions, elle cherche à développer des mécanismes capables de soutenir ces échanges sans dépendre entièrement des infrastructures financières occidentales. L'Iran, lui, a déjà une longue expérience de l'adaptation sous contrainte. Depuis des années, Téhéran expérimente des solutions pour maintenir ces échanges malgré les restrictions. Cette expérience intéresse d'autres pays qui redoutent, eux aussi, de devenir vulnérables à des décisions extérieures. Et c'est là que le moment choc apparaît. La crise autour d'Ormuz ne concerne pas seulement l'énergie, elle concerne aussi la monnaie, car chaque cargaison de pétrole qui traverse cette zone représente plus qu'un volume énergétique. Elle représente un choix de paiement, un partenaire commercial, une orientation stratégique. C'est ce qui rend le détroit d'Ormuz si important. Il relie le pétrole à la finance, la géographie au dollar, la sécurité régionale à l'ordre mondial. Et si cette zone devient incertaine, tout le système commence à chercher des alternatives. L'Europe observe cette évolution avec inquiétude. Son économie dépend fortement de la stabilité énergétique. Une hausse durable des prix toucherait l'industrie, le transport, les ménages, le pouvoir d'achat et la compétitivité. L'Asie surveille aussi chaque signal. Le Japon, la Corée du Sud et plusieurs pays d'Asie du Sud-Est dépendent fortement des flux énergétiques qui passent par les routes maritimes sensibles. Une perturbation longue les obligerait à chercher des solutions plus coûteuses. Dans ce contexte, la Chine possède un avantage particulier. Elle prépare ses options depuis longtemps. Elle construit des réseaux, elle finance des infrastructures, elle développe des partenariats, elle cherche des routes alternatives. Elle pense en décennies, pas en semaines. La Russie, de son côté, profite de son statut de grand fournisseur de ressources naturelles. Dans un monde instable, celui qui peut fournir de l'énergie, des métaux ou des matières premières conserve un levier puissant. Mais il ne faut pas se tromper. Cette transformation ne vient pas seulement de Pékin et Moscou. Elle vient aussi des décisions de nombreux autres acteurs. Les gouvernements veulent réduire leurs risques. Les entreprises veulent protéger leurs investissements. Les banques veulent anticiper les changements. Les pays du Golfe veulent éviter une crise qui menacerait leurs ambitions économiques. Les puissances asiatiques veulent sécuriser leurs approvisionnements. Et toutes ces décisions, mises bout à bout, redessinent progressivement la carte économique mondiale. Voilà pourquoi Washington fait face à un défi complexe. Il ne suffit plus d'avoir la plus grande puissance militaire. Il faut aussi maintenir la confiance financière, préserver l'attractivité économique, influencer les règles commerciales, convaincre les partenaires que le système actuel reste le plus sûr. Mais plus les alternatives se multiplient, plus cette mission devient difficile. Le problème n'est pas de savoir si la Chine ou la Russie remplaceront demain les États-Unis. La vraie question est plus subtile. À quelle vitesse le monde devient-il moins dépendant d'un seul centre de gravité ? C'est cette évolution qui pourrait changer les prochaines décennies. Un autre élément mérite d'être observé, la sécurité régionale. Pendant longtemps, le Moyen-Orient a été décrit comme un espace de rivalité permanente, un lieu où les conflits semblaient presque inévitables. Mais cette lecture devient incomplète, car plusieurs États de la région ont désormais beaucoup à perdre dans une escalade. L'Arabie saoudite en est un exemple central. Riyad veut attirer des investisseurs, moderniser son économie, développer le tourisme, les technologies, les industries et les grands projets d'avenir. Tout cela exige de la stabilité. Une guerre régionale prolongée serait un désastre pour cette stratégie. C'est pourquoi les calculs évoluent. Les États du Golfe ne veulent pas forcément devenir amis avec l'Iran.
mais ils veulent éviter que la région entière soit prise en otage par une spirale militaire incontrôlable. Cette logique ouvre la voie à des mécanismes de dialogue, pas par amour, pas par naïveté, mais par nécessité. Et cette nécessité profite indirectement à la Chine. Pékin se présente souvent comme un partenaire économique avant d'être perçu comme une puissance militaire. Cette image lui permet d'entrer dans certaines discussions avec un discours simple: stabilité, commerce, développement, investissement. La Russie adopte une approche différente. Elle mise davantage sur l'énergie, la sécurité et la diplomatie de puissance. Mais dans les deux cas, Pékin et Moscou gagnent de l'espace quand les pays de la région cherchent à diversifier leurs partenariats. La Turquie aussi joue un rôle croissant. Située entre l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient, Ankara cherche à renforcer son autonomie stratégique. Elle parle avec plusieurs camps, ajuste ses positions, protège ses intérêts. L'Égypte, souvent sous-estimée, reste également importante par sa position géographique, son poids démographique et son influence historique. Tous ces acteurs partagent au moins une préoccupation: éviter qu'une crise incontrôlée ne déstabilise toute la région. Et c'est précisément là que l'ordre mondial change. Les puissances régionales veulent de plus en plus définir elles-mêmes leur environnement stratégique. Elles ne veulent plus simplement suivre les lignes tracées par les grandes puissances extérieures. Elles veulent négocier, diversifier, équilibrer, choisir. Cela ne signifie pas la fin de l'influence américaine, mais cela signifie que cette influence doit désormais composer avec d'autres pôles. Et plus ces pôles se multiplient, plus le monde devient multipolaire. Pas forcément divisé en blocs fermés, pas totalement fragmenté, mais plus distribué. Les États-Unis restent puissants. La Chine devient incontournable, la Russie conserve des leviers, l'Inde progresse, les pays du Golfe gagnent en autonomie, la Turquie cherche sa place, l'Europe tente de protéger ses intérêts. Et les pays du Sud global cherchent davantage de marge de manœuvre. Dans ce monde, Hormuz n'est plus seulement un détroit, c'est un symbole. Le symbole d'une économie mondiale hyper connectée mais vulnérable. Le symbole d'un système financier dominant mais contesté. Le symbole d'un ordre stratégique encore solide, mais moins incontesté qu'avant. Les crises ne créent pas toujours les grandes transformations. Souvent, elles les révèlent. Et la crise autour de l'Iran révèle une vérité dérangeante. L'ordre économique mondial entre dans une zone de transition. Une transition lente, mais profonde. Les routes énergétiques se diversifient. Les paiements internationaux évoluent, les alliances deviennent plus flexibles, les grandes puissances cherchent de nouveaux leviers. Les États veulent réduire leur dépendance. Et dans cette transition, la Chine et la Russie pourraient gagner un avantage majeur. Non pas parce qu'elles contrôlent tout, mais parce qu'elles se sont préparées à un monde où les anciennes certitudes deviennent moins solides. Washington, de son côté, conserve des atouts considérables. Innovation, finance, armée, université, technologie, monnaie mondiale. Mais la compétition devient plus dense, plus complexe, plus imprévisible. La question n'est donc pas « qui va gagner demain ?» La vraie question est « qui saura s'adapter au monde qui vient ?» Car le futur ne se jouera peut-être pas dans une bataille spectaculaire. Il se jouera dans les ports, dans les contrats énergétiques, dans les monnaies utilisées, dans les corridors commerciaux, dans les banques, dans les alliances silencieuses, dans les décisions prises loin des caméras. Et c'est peut-être cela le plus inquiétant. Le monde ne bascule pas toujours dans un grand fracas. Parfois, il change lentement. Un accord après l'autre, une route après l'autre, une crise après l'autre, jusqu'au jour où l'on réalise que l'ancien équilibre n'existe déjà plus. Le détroit d'Ormuz n'est donc pas seulement un passage maritime, c'est un révélateur. Il montre à quel point l'énergie, la finance, la sécurité et la puissance sont désormais liées. Il montre aussi que le monde entre dans une période où l'influence ne sera plus concentrée autour d'un seul centre, mais répartie entre plusieurs pôles concurrents. Et si cette dynamique continue, alors la grande question des prochaines décennies ne sera peut-être pas de savoir qui remportera une guerre. Mais qui contrôlera les routes, qui contrôlera les paiements, qui contrôlera l'énergie,
et qui saura imposer ses règles dans le nouvel ordre mondial. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous allons continuer à décrypter les rapports de force cachés qui façonnent déjà le monde de demain.